Toute ma carrière, j'ai travaillé sur une famille de protéines qui s'appelle les kinases. Il y a 518 kinases chez l'homme. Elles sont essentielles dans le fonctionnement de toutes nos cellules. Parmi ces kinases, il y en a une qui s'appelle DIRK1A, qui est impliquée dans la cognition, la mémoire, l'apprentissage, dont le gène est localisé sur le chromosome 21. C'est ce qui fait le lien avec la trisomie 21. Cette protéine kinase, elle nous a semblé intéressante comme cible moléculaire. L'idée, c'est de diminuer son activité. On a recherché des inhibiteurs, c'est-à-dire des petites molécules capables de bloquer la kinase DIRK1A. Et la première molécule inhibitrice qu'on a identifiée, elle s'appelle l'eucétamine. Et en fait, c'est un produit naturel qui est fabriqué par une éponge marine. Elle s'appelle l'Euceta microraphis. Cette éponge du Pacifique, eh bien, elle synthétise cette leucétamine pour des raisons inconnues. Au sein de Pera Pharma, mon rôle est d'envisager la synthèse de nouveaux analogues de l'eucétinib et de réaliser ces synthèses ainsi que la purification des composés. Nous disposons à l'heure actuelle d'un petit peu plus de 350 analogues qui nous ont permis de faire varier un certain nombre de points au niveau de la structure afin d'améliorer les propriétés du composé. Vous prenez par exemple ce composé, donc un composé très jaune, qui est un précurseur de l'eucétinib. Après donc une étape de purification et de vérification de la pureté, on dispose alors d'un nouveau produit. La première approche, bien évidemment, c'est de tester in vitro sur notre cible biologique. Donc c'est déjà une première phase éliminatoire, à la suite de quoi il y a d'autres tests biologiques qui ont été effectués sur ces 350 composés et qui ont permis d'éliminer un grand nombre d'entre eux. On essaye de s'approcher au mieux des meilleures propriétés pharmacologiques qu'on souhaite retrouver sur notre produit. Donc il y a clairement un effet d'entonnoir sur le choix qui nous a amené à réduire notre série de 350 composés à 14 composés. Je vais vous présenter quelques-unes des réactions que l'on effectue à l'heure actuelle au sein du laboratoire en chimie organique. Donc trois différentes réactions. Une première qui est une réaction de fluoration, une deuxième qui se fait au sein d'un ballon scellé qui est une réaction de protection, et en dernier lieu, ici dans un petit tube à essai qui est scellé, on va retrouver la synthèse d'une nouvelle leucétinib, donc que je ne sors pas de la Sorbonne pour des raisons de sécurité évidentes, et qui à terme nous permettra, après des protocoles de purification, de recristallisation, d'obtenir une nouvelle molécule qui fera l'objet de tests pharmacologiques. Et à titre d'exemple, vous avez ici une nouvelle leucétinib qui a donc été isolée et qui va subir une phase de purification pour permettre d'isoler un produit pur qui sera ensuite testé biologiquement. Pour effectuer des optimisations et améliorer les propriétés pharmacologiques des nouvelles leucétinib, nous effectuons un grand nombre de synthèses. Et à titre d'exemple, ici, vous avez deux nouvelles leucétinib qui sont des isomères de structure dont on a modifié un certain nombre d'atomes. Et ces molécules, et donc ces réactions, une fois terminées, permettront d'évaluer de nouvelles leucétinib d'un point de vue biologique. On est dans le laboratoire de biologie. Ici, on réalise différents tests biologiques sur les molécules qui sont synthétisées en chimie. Ici, derrière moi, c'est notre salle de culture cellulaire. Et Mathias est justement en train de terminer un test sur des cellules. Les différents tests qu'on réalise ici ont pour but soit de mesurer la toxicité des molécules, puisque si la molécule est très toxique, c'est problématique, soit de mesurer l'efficacité des molécules. Là, il est en train de collecter les cellules. Ça lui permettra ensuite d'extraire les protéines des cellules et de mesurer l'efficacité des inhibiteurs. Je m'attache en premier lieu à couvrir les aspects financiers et juridiques de la société et peut-être essentiellement à assurer que la société a les moyens financiers nécessaires pour mener à bien ses recherches et le développement de ses projets. C'est un travail qui se fait en étroite collaboration avec Laurent Meyer, le directeur scientifique, qui a un rôle évidemment capital en tant que fondateur de la société pour emporter l'adhésion des investisseurs. La crise a eu un premier impact qui n'est pas nécessairement financier, mais certaines collaborations ont été totalement suspendues, notamment durant le confinement,
parce que les laboratoires académiques étaient fermés. La levée de fonds qui est en cours est extrêmement ralentie par la crise sanitaire actuelle. Nous tenons à remercier la Fondation Lejeune qui nous apporte son soutien depuis 2014. Durant ces 6 dernières années, elle a contribué à financer nos recherches sur la kinase DIR1A et sur l'optimisation de molécules qui peuvent ramener l'activité de cette kinase à un niveau normal. Donc au bout d'une dizaine d'années de recherche, nous sommes maintenant à une étape cruciale puisque nous détenons enfin un candidat médicament. À partir de cette structure, on a commencé à faire de la chimie médicinale, c'est-à-dire qu'on a changé atome par atome de cette molécule. Donc on a synthétisé plus de 350 leucétinib, ce qui nous a permis de sélectionner pour le moment une petite shortlist de une quinzaine de produits, parmi lesquels on va choisir le candidat médicament. Et évidemment, on espère fortement la transposition de l'efficacité qu'on a observée chez les animaux, donc transposée chez l'homme. Les études précliniques réglementaires, elles sont effectuées sur des souris, des rats, peut-être des chiens. L'étude de phase 1, l'étude d'innocuité chez l'homme, c'est également assez standard, on augmente la dose petit à petit et on voit les effets secondaires. Et puis lorsqu'on passe sur la phase 2, ça c'est vraiment l'efficacité. Donc c'est là qu'il faut vraiment avoir un protocole très bien établi pour démontrer que le produit a une efficacité chez les personnes atteintes de trisomie. Et là on se trouve face à deux possibilités, soit s'adresser à des enfants dans leur phase d'apprentissage, et l'objectif étant d'augmenter la pente de la courbe d'apprentissage. La deuxième possibilité, c'est de s'adresser à des patients trisomiques adultes juste avant qu'ils développent la maladie d'Alzheimer. Et à ce moment-là, l'objectif, c'est de ralentir le développement de la maladie d'Alzheimer. Nous achevons la phase de recherche. Nous entrons dans une nouvelle ère qui est celle du développement préclinique et clinique de cette molécule. À cette étape cruciale, l'aide de la Fondation Jérôme Lejeune va être déterminante. D'une part parce qu'elle peut nous mettre en contact avec des médecins qui seront à même de nous conseiller dans l'élaboration des protocoles d'études cliniques, mais également et surtout parce qu'elle peut renouveler son soutien financier envers notre entreprise dans un contexte qui est pour le moins peu propice à la levée de fonds. Nous souhaitons éviter d'avoir à reporter le début des études précliniques réglementaires, faute de moyens financiers. Je compte énormément sur la Fondation Jérôme Lejeune, en particulier les médecins qui y travaillent, pour bien comprendre la maladie, m'aider à construire le protocole. Il y a des critères d'inclusion, il y a des critères d'exclusion. Donc bien définir ces deux types de critères, la sélection des patients. C'est indispensable d'abord de comprendre quelle est la vie du patient. Personnellement, j'ai envie de faire le parcours patient, donc voir comment, atteint de trisomie, quelles sont les étapes qu'on franchit quand on va voir les médecins de la Fondation Jérôme Lejeune. Et ensuite, bien comprendre voilà, les attentes des familles, et également comprendre qu'est-ce qu'on peut mesurer concrètement au point de vue cognitif chez ces patients et comment on peut mesurer une amélioration. Et donc il y a toute une série de tests qui sont assez standardisés, qui mesurent les capacités d'apprentissage, de mémorisation, de localisation dans l'espace et qu'il faut mettre en place. Il faut bien décider ce qui va être faisable, réalisable et qui aideront à la démonstration de l'efficacité du produit. Et évidemment, on espère fortement la transposition de l'efficacité qu'on a observée chez les animaux, donc transposée chez le patient. Si on est biologiste, c'est qu'on s'intéresse à la vie, on a envie de la comprendre et on ne peut pas la comprendre sans la respecter. La science, de façon générale, c'est aussi la recherche de la vérité, ou s'approcher de la vérité. La vérité et le respect, c'est deux choses qui se conjuguent et c'est impossible de séparer l'un de l'autre.